Cette quatrième partie va être extrêmement rapide puisqu'elle ne contient que l'énoncé de ce principe de Nernst. Alors on a quand même fait une partie parce que c'est important à retenir, mais on va tout de suite passer après à la cinquième partie. Donc le principe de Nernst, ou aussi appelé troisième principe de la thermodynamique, nous dit en fait que l'entropie n'est pas déterminée à une constante additive près comme l'énergie, mais que cette constante additive, en fait, elle a une origine. Et il dit en pratique que l'entropie d'un corps pur parfaitement cristallisé, donc quand l'ordre est total sur votre système, alors bien sûr, de nouveau, c'est quelque chose qui ne peut pas exister en pratique, mais vers lequel on peut essayer de tendre. Donc elle tend vers 0 quand la température T tend vers 0. Donc vous avez que le principe de Nernst vous dit qu'il y a une origine non arbitraire à vos entropies et vous pouvez la calculer à condition bien sûr que le système soit solide et cristallin et que sa température tende vers 0. Donc en fait, quand c'est cristallin, vous avez tous les atomes qui sont bien gentiment alignés dans leur structure cristalline, et le fait que la température tende vers 0, c'est qu'on connaisse parfaitement l'emplacement de chaque atome. Il n'est pas en train de bouger par rapport à sa position de base, et c'est pour ça que vous avez une information parfaite, donc une entropie qui va être nulle, puisqu'il y a un seul état microscopique qui va correspondre à votre état macroscopique, les différents atomes ne pouvant pas bouger et donc sont bloqués à un seul endroit. Alors j'en profite, donc ça c'était le troisième principe, j'en profite pour donner le principe qu'on peut appeler principe zéro de la thermodynamique, mais qui, vous allez voir, est relativement naturel. Il y a des gens qui font des grandes théories et puis qui utilisent ça, mais globalement, c'est celui-ci, il dit que deux systèmes thermodynamiques en équilibre avec un même troisième, en équilibre thermique avec un même troisième, sont en équilibre thermique entre eux. Donc si A égale B et que B égale C, alors A égale C, c'est un des axiomes de base des mathématiques. Mais c'est pareil, c'est un axiome, c'est quelque chose qu'on suppose. Donc de la même manière, en physique, vous avez un principe qui dit que si vous avez un système en équilibre thermique avec un système central, un deuxième système en équilibre thermique avec le même système central, bah si on mettait les deux systèmes aux extrêmes en contact l'un avec l'autre, on se rendrait compte qu'ils étaient déjà en équilibre thermique l'un avec l'autre. On va faire une dernière partie dans laquelle on va déterminer la méthode pour faire un bilan d'entropie, parce que c'est tout le temps le même protocole qu'on va suivre, donc le même algorithme que vous allez pouvoir réappliquer dans tous les exercices, et faire un exemple dans lequel on montre qu'un ensemble de petites transformations irréversibles, si on les fait suffisamment proches les unes des autres, ça va tendre vers une transformation réversible, et donc ce qu'on a imaginé depuis le départ en fait est corroboré par les calculs, maintenant qu'on a les formules qui permettent de faire ces calculs. Alors, en premier lieu, donc la méthode de calcul. Quand vous devez faire un bilan d'entropie, la première chose, c'est toujours, comme en mécanique et comme ce qu'on a fait jusqu'à présent, définir le système sigma étudié de manière claire, parce que selon ce que vous allez étudier, vous n'aurez pas la même entropie, parce que chaque élément apporte son entropie propre et aura ses propres variations qu'il va falloir prendre en compte. Donc il faut définir le système étudié, l'état initial, l'état final, et aussi la transformation qui
vous mène de l'état initial à l'état final. Donc bien dire qu'est-ce que vous pouvez extraire de l'énoncé. Alors souvent l'énoncé vous donne les termes directement, mais si jamais il ne vous les donne pas et vous avez simplement il faut modéliser votre système, c'est le moment de la modélisation où vous dites je vais considérer la transformation comme étant réversible, quasi-statique, brutale, enfin ce que vous voulez, et ensuite on en tirera les conséquences. Deuxième étape, calculer la variation d'entropie en utilisant les formules et les modèles. Donc vous avez d'une part donc les formules ou les tables. D'ailleurs, il y a pas mal d'exercices qui parlent de tables thermodynamiques. Donc vous avez vos modèles de gaz parfait d'une part pour déterminer la variation d'entropie pour un gaz parfait. Vous avez le modèle de la phase condensée indilatable et incompressible. Donc ça c'est un autre modèle qui est très très souvent utilisé. À partir du moment où vous avez un liquide, un solide, c'est ça que vous allez utiliser. Et sinon, vous avez toujours les tables thermodynamiques dans lesquelles vous pouvez lire l'entropie à telle température, telle pression, et puis voir comment est-ce que ça évolue si vous connaissez votre état initial et votre état final. Après, en troisième point, il faut calculer l'entropie échangée. Donc, on calcule S échangé en disant que ça va être la somme des petits H échangés comme ça. Et souvent, si la température d'échange reste constante, c'est-à-dire si on est en contact avec un thermostat, ça va être Q sur la température d'échange. Donc là, deux cas. Si vous avez une évolution adiabatique, tous les delta Q ici sont nuls, donc la somme des zéros, ça donne toujours 0. Vous avez une entropie échangée qui sera nulle. Et si vous avez un contact avec un thermostat, à ce moment-là, la température d'échange est imposée par le thermostat et vous avez que S échangé va être égal au transfert thermique reçu par le système, pour avoir le bon signe, divisé par la température du thermostat. Donc la température de votre système peut changer, pour autant l'entropie échangée va être déterminée par la température du thermostat. Ça c'est la petite démonstration de la partie précédente pour laquelle on avait un thermostat. Et finalement, une fois qu'on a calculé l'entropie échangée, on en déduit l'entropie créée. Donc on en déduit que S créée, c'est la variation d'entropie moins l'entropie échangée. Et là, il n'y a pas 36 possibilités. Si vous trouvez que S créé est positif, ça veut dire que votre transformation est irréversible. Et donc là, vous avez à exhiber la cause de l'irréversibilité. Vous dites, ah bah oui, on aurait pu le dire parce qu'il y a des frottements, parce qu'il y a de la diffusion, parce qu'on a mis en contact un truc chaud avec un truc froid et que forcément il y a de la création d'entropie lors de cette évolution. Si vous trouvez un truc qui est nul, alors votre transformation est réversible. Là encore, vous pouviez le dire dès le départ parce que vous avez supposé la transformation réversible, donc vous devez retomber sur une variation, sur une entropie créée qui doit être nulle. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles ça doit être normal d'obtenir ça. Donc, ça permet de faire une vérification. Et si vous trouvez un S créé qui est négatif, à ce moment-là, vous avez à chercher l'erreur de calcul. Puisque soit il y a une hypothèse de l'énoncé qui est fausse, c'est-à-dire que ça ne marche pas, donc si c'est négatif, soit vous avez une erreur de calcul à chercher, ou une hypothèse fausse, et ce qui vous permet de prouver que la transformation que vous êtes en train de considérer en fait ne peut pas exister, puisque ça va à l'encontre du deuxième principe de la thermodynamique. Donc là, il faut faire attention à ce niveau-là quand vous faites vos bilans d'entropie.
On va terminer par un calcul très classique qui consiste à voir qu'est-ce qui se passe quand on met un contact, qu'on fait un contact brutal avec un thermostat et ensuite qu'on fait un contact successif avec des tas de thermostats dont la température s'approche de la température finale qu'on visait tout à l'heure et voir que dans ce cas-là, l'entropie créée tend bien vers 0 et que les calculs corroborent les intuitions que l'on a à propos de ce second principe et voir ce que ça donne. Donc, premier cas, on va faire un contact avec un unique thermostat. Et là, je vais vous demander d'essayer de nouveau de faire le petit exercice une fois que je vous aurai donné l'énoncé et voir à quoi ça correspond. Donc vous avez un lac et puis un gros bloc d'acier qui va être notre système sigma qui est à une température T0 et qui tombe dans le lac et le lac a une température T thermostat. Le lac il est énorme donc sa température va pas changer même si le bloc d'acier peut être assez important, c'est pas lui qui aura une température, enfin la température du lac va pas varier. Donc la question c'est je veux l'état final de sigma et le bilan d'entropie, c'est-à-dire quelle est l'entropie échangée et l'entropie créée lors de cette évolution. C'est bon? Donc, vous avez bien mis sur pause et essayé de le faire. Donc, l'état final pour sigma, ça va être la température, il va être à la température du thermostat, puisque le thermostat va imposer sa température. L'état initial, c'est la température T0 et le transfert thermique va être donné directement par... il y a un transfert thermique entre le thermostat et sigma et étant donné que l'évolution, vous êtes quand même à P0 ici, donc vous avez une évolution qui va être une évolution isobare. Donc le transfert thermique reçu par sigma, c'est la variation d'enthalpie de sigma, et la variation d'enthalpie de sigma, c'est la capacité thermique multipliée par la différence de température, donc TTH moins T0. Elle peut être positive ou négative, selon que le T0 est plus grand ou plus petit que le lac. Vous pouvez très bien envoyer un truc qui est très très froid à l'intérieur de votre lac, ou au contraire très chaud par rapport à la température du lac. Donc ça, j'ai le transfert thermique. Le S échangé, étant donné que vous êtes en contact avec un thermostat donc, qui est reçu par le système sigma, ça va être le transfert thermique divisé par la température du thermostat. Donc vous avez une expression explicite qui vous donne ça, moins T0 sur T thermostat. Donc en fait ça s'écrit C facteur de 1 moins T0 sur T thermostat. Ok, et puis vous avez la variation d'entropie du système, étant donné que c'est un solide, indilatable, indéformable. Donc vous avez du C ln de la température finale sur la température initiale. Voilà. Et finalement, l'entropie créée lors de cette évolution, ça va être delta S moins le S échangé. Donc ça va être C ln de la température finale sur la température initiale, moins C facteur de 1 moins T0 sur TTH. Vous voyez que ça peut s'écrire C facteur de ln de 1 sur x moins 1 moins x. Et avec x qui est T0 sur TTH. Donc quand vous êtes à x égale 1, c'est que vous aviez déjà la température du thermostat au départ. Et quand x est supérieur à 1, vous étiez plus chaud. Quand x est inférieur à 1, vous étiez plus froid. Et donc on a une expression sous cette forme-là. Et le fait d'avoir cette expression, ça permet de déterminer le signe de ça. Alors si vous faites une étude mathématique, vous vous rendez compte que ln de 1 sur x, quelle que soit la valeur de x, alors bien sûr x est toujours positif, mais il peut aller de 0 plus jusqu'à plus l'infini, quelle que soit la valeur de x, ce truc-là
doit être positif. Et quand vous demandez à un système de le tracer, en fait, il suffit de regarder les variations de votre système, donc de votre fonction. Le tableau de variation, vous voyez qu'elle est décroissante quand x est inférieur à 1, croissante quand x est supérieur à 1, et elle vaut 0 puisque c'est ln de 1 moins 1 moins 1, donc 0 moins 0, donc 0 lorsque x est égal à 1. Donc vous avez une fonction qui décroît, qui recroît, qui vaut 0 là, donc qui est tout le temps positive, et quelle que soit l'évolution, que vous soyez au départ plus chaud ou au départ plus froid que votre lac, vous avez créé l'entropie. Donc vous avez une évolution irréversible à partir du moment où il y a une différence de température entre le lac et l'acier, ce qui semble relativement logique et attendu. Alors, maintenant essayons de nous ramener à une évolution qui pourrait être réversible. Donc cas limite d'une évolution réversible. Vous voyez que, en fait, vous avez votre évolution, je vous ai dit que votre évolution peut être réversible, à condition que la température extérieure soit quasiment tout le temps égale à la température de votre système. Et donc pour faire ça, vous allez mettre en contact votre système sigma avec des machins dont la température varie doucement jusqu'à atteindre une température Tn qui est le T thermostat. En fait, on n'a que Ti, on va noter ça TK. TK, c'est la température T0 plus K fois un delta de température, on peut noter comme ça un grand θ n, où ce grand θ n est égal à la différence de la température finale moins la température initiale divisé par le nombre de fois où on veut ajouter ça. Donc il y a n ajouts, n contacts successifs, le T0 étant la température de départ, on ne peut pas vraiment dire qu'on a fait un contact avec un thermostat. Donc il y a n contacts successifs avec des thermostats les uns après les autres. L'idée, c'est que j'aimerais bien calculer l'entropie totale qui va être échangée et puis surtout l'entropie totale qui va être créée. Donc on va se focaliser sur l'entropie créée puisqu'on a déjà fait l'essentiel du boulot avant. Vous voyez que ici, à chaque fois, ça faisait apparaître la température initiale et la température finale. Donc si je veux regarder le S créé lorsque je passe de l'état K à l'état K plus 1, donc on va noter ça comme ça, ça va être le S créé d'ici, donc ça va me faire du C, facteur de ln de la température finale, donc TK plus 1, sur la température initiale, c'est-à-dire TK, moins 1 moins TK sur TK plus 1. Donc, on va pouvoir essayer de se ramener à quelque chose qui nous intéresse ici. Alors, donc ça c'est pour avoir un des passages. Moi, j'aimerais l'entropie créée lors de la transformation complète. Et pour avoir l'entropie créée lors de la transformation complète, il suffit de faire la somme de ici K égale 0 à n-1 de tous ces S créés K plus 1. Donc, je me retrouve avec le C qui est en facteur de toute façon devant, hein, comme il était en facteur ici. Finalement, je n'aurais pas besoin de m'embêter avec ça. Avec la somme de K égale 0 à n-1 des ln de TK plus 1 sur TK. Là, vous entendez, monsieur Bougnol? Somme télescopique. Ça, c'est une somme télescopique, puisque le ln, c'est la différence du ln de TK plus 1 moins ln de TK. Et j'additionne ça, et donc ça va être relativement sympa au niveau de l'aspect somme télescopique. Et puis, je soustrais la somme de K égale 0 à n-1
des, alors je vais le mettre sous le même dénominateur, tk plus 1 moins tk sur tk plus 1. Bien. Donc là, je me retrouve avec la somme télescopique. Déjà, ça me fait du C ln de t quand k vaut n-1, donc tn, sur t quand k vaut 0, c'est-à-dire t0. Donc j'ai du C ln de t thermostat sur t0. Je me retrouve avec la même expression de la variation d'entropie. Ça, c'est parfaitement normal, étant donné que, par définition, l'entropie, c'est une fonction d'état. Je pars du même état initial pour arriver au même état final. Je dois avoir la même variation d'entropie. Que j'ai fait des tas de contacts successifs ou que j'ai fait en une fois avec le contact avec la température finale. Donc ça, c'est le premier terme qui correspond delta S. Et je retrouve, tel que je m'y attendais, exactement la même chose. Pour les autres, ce terme-là, ça, vous voyez que si je fais la différence de deux trucs successifs, je vais me retrouver avec le θn que j'ai mis, cette différence de température. Donc c'est l'incrément de température entre deux valeurs successives. Et ça s'écrit T0 plus K plus 1 fois θn. Bon. Dans l'énoncé, on vous rappelle en fait que je regarde, si je prends b-a sur n multiplié par la somme de k égale 1 à grand N des f en a plus k fois b-a sur n, ça tend, quand n tend vers l'infini, vers l'intégrale de a à b de f de x dx. Je vais essayer de me ramener à ça. C'est des histoires de somme d'intégrale de Riemann et compagnie. Donc je vais essayer de me ramener à ça. Vous voyez que là, j'ai une somme de k égale 1 à n. Là, j'ai de k égale 0 à n-1. Il suffit que je remplace k par k plus 1. Puis ce k plus 1 se transforme par k. Et puis ça me fera une somme de 1 jusqu'à n. Donc je vais me concentrer juste sur le terme qui est ici. Donc ma somme de k égale 0 à n-1, c'est la somme de k' égale 1 à n. Des θn, alors lui, je peux le mettre en facteur devant, puisque c'est la même différence pour chacun. Et là, j'ai du 1 sur t0 plus k' θn. Donc c'est bien le θn multiplié par la somme des f de t0 plus k' θn avec, pour k' de 1 à n, avec f de x qui est 1 sur x. Et ça tend donc vers l'intégrale de A, c'est-à-dire que c'est la température initiale, donc T0, jusqu'à B, c'est-à-dire la température finale, Tn, qui est la température du thermostat, de 1 sur T dt. On va garder l'expression pour voir l'homogénéité de mon système. Donc ça tend vers cette expression-là, et ça me donne du ln de Tn sur T0. Et donc c'est ln de T thermostat sur T0. Donc si je rassemble les deux bouts que j'ai calculés, puisque là il y a encore un C fois quelque chose que je viens de calculer, j'ai que S créé tend, quand n tend vers l'infini, vers le premier terme, celui-là c'est toujours le même, c'est ln de T thermostat sur T0, c'est la variation d'entropie de mon système, moins C que multiplie la limite ln de T thermostat sur T0. Et ça vaut 0. Donc vous avez bien que si vous faites une infinité de petits changements de température, vous faites tendre à chaque fois les différences de température successives vers 0, il y a de moins en moins de discontinuité de température, donc moins en moins de sources d'irréversibilité, et vous tendez vers cette impossible
impossible évolution réversible, parce qu'elle est purement, c'est une évolution à la limite, mais on arrive quand même à obtenir le résultat attendu, qui est qu'il n'y aura pas d'entropie créée pour une évolution qui est très progressive dans les températures.